Ok, on va parler aujourd'hui du déterminant. On va essayer d'en parler assez rapidement. On ne peut pas tout dire sur le déterminant. On en a besoin pour le prochain chapitre, la réduction. Quand même, on ne peut pas non plus passer à côté de toute l'envergure du déterminant. Au départ, le déterminant est un objet d'algèbre linéaire. On veut savoir si un système de n vecteurs en dimension n est un système libre, c'est-à-dire est une base, puisqu'on a n vecteurs en dimension n, ou pas. Voilà, c'est ça qui détermine au départ. On a vu par exemple que on avait une dualité entre équations cartésiennes et équations paramétriques. Les équations paramétriques fournissent des vecteurs d'un sous-espace vectoriel, et les équations cartésiennes permettent de vérifier, d'accord, si un vecteur appartient bien à un sous-espace. Là, ça va être pareil. Des relations de dépendance entre des vecteurs, ça vous pouvez en construire autant que vous voulez. En revanche, vérifier, d'accord, que des vecteurs sont liés, une famille de vecteurs est liée, ça c'est plus difficile. Voilà, donc on va construire un outil qui nous dit si oui ou non c'est lié ou pas. Alors attention, hein, c'est n vecteurs dans un espace de dimension n. Voilà, donc ça c'est la première chose. Alors, important, petit à petit, le déterminant va sortir du cadre, dans l'histoire des mathématiques, de l'algèbre linéaire. Hein. Donc là, pour l'instant, et pareil en agrègue, hein, pareil pour l'agrègue, et ça, faut avoir une petite idée de toute l'envergure qu'a la théorie. D'abord, au départ, ça part de, ah oui, on veut savoir si une famille est une base ou pas. Deuxièmement, du coup, comme corollaire, on veut savoir si on a un automorphisme ou pas. Ça revient à peu près au même quand on a une application linéaire. Plus finement, on veut connaître le rang. On peut connaître le rang d'un système. Oui, avec la notion de mineur. Donc, le fait de savoir si c'est une base ou pas, c'est de savoir si le rang c'est n, le rang du système est n, ou si le rang du système est strictement inférieur à n. Mais on peut même être plus fin avec la notion de mineur et savoir quel est le rang du système. Ensuite, le déterminant, c'est ce qu'on appelle un invariant de similitude. Donc, un invariant de similitude, ça veut dire que quand on prend deux matrices semblables, alors le déterminant est le même. Donc ça, c'est une chose importante. Ensuite, mieux, hein, on va déformer le déterminant, on va en obtenir une déformation à un paramètre. Alors ce paramètre, ça va être une indéterminée grand X, et on va obtenir ce qu'on appelle le polynôme caractéristique d'une matrice, qui est juste une déformation à un paramètre du déterminant de cette matrice. Et là, miracle, on va obtenir plein d'invariants de similitude, comme la trace, évidemment le déterminant, et d'autres invariants de similitude. Ça, et en fait, donc on peut montrer que grâce à eux, on peut les obtenir tous les polynômes invariants de similitude. Donc, avec ce polynôme caractéristique, on va pouvoir ouvrir une brèche dans la théorie de la réduction. Il ne va pas tout faire, ce polynôme caractéristique, dans la réduction, mais il va déblayer le gros du problème. D'accord ? Ensuite, on a les systèmes linéaires. Les systèmes linéaires, ça va se faire, encore une fois, avec le déterminant. Maintenant, mieux que ça, des équations de droite, des équations de sous-espace peuvent se faire avec le déterminant. Quand on a des sous-espaces avec contrainte, cette contrainte va être exprimée par une contrainte linéaire, et cette contrainte linéaire va très bien se dire avec le déterminant. Donc on peut obtenir des équations cartésiennes, puisque c'est ça au départ, hein, le déterminant, c'est un truc qui génère
finalement plein d'équations cartésiennes, on obtient des équations cartésiennes de droite, de plan, de sous-espace en général. Ensuite, et bien d'accord, tout ça, c'est de l'algèbre linéaire. Oui, mais c'est aussi de l'algèbre euclidienne. Parce que on peut dire aussi, avec ces contraintes, des équations de cercle. On peut aussi exprimer des distances d'un vecteur à un sous-espace dans un espace euclidien. Donc, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il fait pas mal de choses. Ça coûte presque rien et avec ça, on lave le sol, la vaisselle, les carreaux et même les lainages. On va me dire d'accord, ça reste quand même dans un espace, oui. Chez les polynômes, il y a le résultant qui est encore aussi donc quelque chose qui va déterminer si deux polynômes sont premiers entre eux. Et ben ça c'est hyper important chez les polynômes et plus généralement en arithmétique, le résultant est un objet important. Alors après, bah oui, en géométrie, on vient d'en parler, puisque ça vient du linéaire, mais il y a aussi les formes volumes. Donc calculer un volume, c'est encore le déterminant. Et vous allez me dire, tout ça, ça reste de l'algèbre géométrie, et l'analyse, bah oui, l'analyse, avec le calcul différentiel, on bascule vers le linéaire à partir de l'analyse, et on tombe sur des notions comme le jacobien d'un difféomorphisme, le vronskien, etc., des objets qui sont utiles en analyse. Alors, finalement, bon, c'est un objet, hein, et encore là, je parle que du domaine de la grecque. Il faut bien voir qu'à un moment, au XIXe siècle, tout ce qu'on disait, on essayait de le dire avec des déterminants, on s'est mis à tout redire avec des déterminants, et on s'est aperçu de l'envergure du déterminant dans les mathématiques. Il plaisait à tout le monde, autant aux gens qui est plutôt praticiens, calculatoires, et aussi aux théoriciens, parce que c'est aussi un très bel objet théorique. Et presque, si quelqu'un devait écrire un article sans qu'il y ait de déterminant, il était presque considéré comme suspect. Là, on va peut-être en parler de ses défauts, c'est sa formule, hein, que vous allez voir ici. Sa formule n'est pas très pratique. C'est dommage qu'il n'ait pas pensé à le faire plus petit. Sa formule, son expression en tant que polynôme à n2 indéterminé, évidemment, est une expression un peu lourde. Et ici, vous voyez que c'est pas pratique. On a factoriel n termes dans cette histoire. Alors, on est capable de détourner ça. D'abord, grâce, et ça va être important, il faudra suivre cette chose-là, grâce à l'unicité ici. Souvent, l'unicité, hein, l'unicité est pas assez comprise par souvent les candidats et les étudiants. L'unicité permet de simplifier un calcul. Vous voulez montrer que tac est égal à tac, et ça vous donne un calcul énorme, alors que vous dites tac vérifie la propriété, et tac et toc, tiens, tic et toc, vérifie aussi la propriété, et il y a une unique fonction qui vérifie cette propriété, donc ils sont égaux. Et ça vous détourne des calculs énormes, des montagnes de calculs. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc on détourne souvent par l'unicité. Il vaut mieux ce mot unique-là que cette expression-là, très très souvent. Ça, pensez-y bien. Ensuite, autre chose, avec des algorithmes de style LU, la décomposition LU, ou la décomposition LU modulo permutation, permet aussi de calculer assez rapidement, de façon le plus rapide possible, un déterminant. Cette expression n'est pas qu'une expression
pratique. D'ailleurs, elle n'est pas pratique. Mais elle permet quand même de voir qu'il s'agit d'un polynôme. Donc, elle a une nature, cette expression a une nature, le déterminant d'après cette expression a une nature algébrique, d'accord, qui va être très importante, par exemple, au moment des valeurs propres, et aussi une importance dans le comportement topologique du rang, puisqu'on a vu que les mineurs permettaient de comprendre, de déterminer le rang. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire sur le déterminant dans son envergure à la grecque. Et maintenant, on va attaquer un petit peu la théorie de plus près. Voilà, allez, on va enfin attaquer vraiment ce qu'est le déterminant. Alors, les prérequis. Il y a un prérequis quand même vraiment important. Je supposerais que vous savez ce que c'est que le groupe Sn, donc le groupe des permutations d'un ensemble à n éléments. Donc, où on se ramène au cas où cet ensemble, c'est l'ensemble des éléments de 1 à n, des entiers de 1 à n. Alors, donc, vous avez ce qu'on appelle la signature, d'accord, qui est d'abord une application de Sn dans 1-1, qui est définie par epsilon de sigma, c'est moins 1 puissance le nombre d'inversions de sigma. Nombre d'inversions, c'est à chaque fois qu'on a i et j dans un n, avec i strictement inférieur à j, et pourtant sigma de i est passé strictement supérieur à sigma de j. Voilà. Et on prend moins 1 puissance le nombre d'inversions, et ça nous fait un nombre là. Et ici c'est important parce qu'epsilon c'est un morphisme, c'est-à-dire que ici c'est un groupe pour la loi rond, hein, puisque quand on compose deux bijections, ben ça reste une bijection, et l'inverse d'une bijection existe et est une bijection. Et epsilon de sigma rond tau, ben c'est epsilon de sigma fois epsilon de tau, parce qu'il faut bien voir que ça, c'est aussi un groupe, mais pour la multiplication. Voilà. Donc ça, c'est cette signature que je supposerai comme prérequis. Alors maintenant, le théorème, il dit qu'il existe une unique application, delta, qui va des matrices, alors sur un corps K, hein, de taille carré de taille n, de mn de k, donc dans K, tel que à A, associe delta de A. Quand on écrit delta avec n colonnes, donc des colonnes à n lignes évidemment, on va l'écrire ici comme ceci, hein, c'est le déterminant de C1, etc. Cn, ça c'est juste de l'écriture. Et donc l'unicité est assurée si on vérifie les propriétés linéaires en chaque colonne de A. D'accord ? Alors linéaire dans chaque colonne de A, c'est-à-dire si à la ième colonne, j'écris lambda ci plus lambda prime ci prime, d'accord? Alors, ce sera égal à lambda, où je mets ci plus lambda prime, et je mets c prime. Les autres colonnes, elles, n'ont pas changé, d'accord? À part la ième colonne. Donc ça, c'est la linéarité. Donc on peut dire que c'est en quelque sorte n linéaire, hein, parce que c'est linéaire pour chaque i, de i allant de 1 à n. Ensuite, alterner. Alterner, ça veut dire que si on a deux colonnes qui sont égales, deux vecteurs colonnes, pour deux colonnes différentes évidemment, donc i différent de j, mais avec ci égale cj, alors delta de a égale 0. Donc 1 et 2, c'est ça qui va assurer ce côté je repère les combinaisons linéaires. D'accord ? Voilà. Hein, parce que là, il y a de la linéarité et ça s'annule dès qu'on voit qu'il y a de la ressemblance. D'accord ? Et donc, c'est exactement ça. Alors maintenant, il ne faut pas que delta soit nul, sinon ce serait ballot. Alors, on va dire que delta de in est non nul et on normalise ça avec 1. In, c'est la matrice identité. De plus, si A, alors maintenant, il y a l'expression, d'accord ? Donc on a l'unicité, c'est surtout ça qui va nous servir. Maintenant, l'expression de delta, alors delta de A, c'est la somme, regardez, hein, on fait varier sigma dans Sn, d'accord ?
on écrit ici la signature de sigma, que j'ai mis en prérequis, et là, je fais le produit A de sigma de 1, 1. Donc ça veut dire que ça, c'est sur la première colonne, et on va choisir, pour le sigma donné, qui est une bijection, la ligne sigma de 1, qu'on va multiplier par A sigma de 2, etc., jusqu'à A sigma de n, n. Voilà. Donc, ça nous fait une expression, et comme le cardinal de Sn est factoriel n, vous voyez qu'il y a quand même factoriel n terme là-dedans. C'est pas une expression très très raisonnable comme ça, et il faut travailler un petit peu plus pour savoir dans la pratique combien vaut ce déterminant. Ça, c'est son petit défaut, faut reconnaître. Il fait tout, mais il est un peu, il est un peu lourd. Mini-mire, mini-prix, mais il fait le maximum. Et un petit peu la preuve du théorème ou les idées de la preuve du théorème. Regardons des petits détails pratiques. D'abord, comment s'exprime la n-linéarité. La n-linéarité va faire que on va pouvoir traiter le déterminant de n colonnes comme un produit de ces colonnes en termes de distributivité. J'essaie de m'expliquer. Si vous avez une colonne C1 plus C'1 et une colonne C2 plus C'2, en appliquant plusieurs fois l'axiome de linéarité par colonne, eh ben, vous allez à la fin voir que ça se fait comme un développement distributif, c'est-à-dire C1, C2, déterminante C1, C2. Alors ici, n égale 2, hein, j'ai deux colonnes, donc ce sont des colonnes à deux lignes, hein, toujours. Donc ici, vous avez C1, C2, C1, C'2, plus C'1, C2, plus C'1, C'2. Donc vous décomposez ça en somme. C'est pour ça qu'on met ce petit wedge qu'il faut pas confondre avec le wedge du produit vectoriel, même s'il y a des relations, mais voilà. Voilà, hein, donc c'est très simple. On développe hein, et on utilise cette n-linéarité qui était l'axiome 1. Ensuite, on peut regarder le calcul explicite, la formule qui était mystérieuse à la fin, pour n égale 2, où il va y avoir deux termes, donc c'est encore gérable, pour n égale 3, où il va y avoir factoriel 3, donc 6 termes. Après, pour n égale 4, ça va plus être sérieux, parce que ça fait 24 termes. Bon, alors, ici, regardez, hein, vous allez regarder ce terme, donc ici, vous prenez la première colonne, 1, et là vous allez faire sigma de 1, et là bon, vous avez deux éléments hein, dans S2, vous avez l'identité et ce qu'on appelle la transposition. L'identité qui est de signature 1 et la transposition, bah oui ça inverse, tac, donc c'est cette signature moins 1 forcément. Et bien ici, ça veut dire que ce 1, vous regardez ici, vous faites sigma de 1, ça fait 1, 2, sigma de 2, ça fait 2, donc là, vous avez plus 1 fois A11, A22, et ici, là, ben, 1, son image c'est 2, et 2, son image c'est 1, et là, vous mettez un moins, parce que la signature de la transposition, c'est négatif. On retrouve le déterminant qui a cette forme de alpha à l'envers, hein, comme on disait avant, alpha à l'envers. Bon. Ok. Alors maintenant, ce alpha à l'envers, qu'est-ce qu'il devient pour n égale 3? Alors il devient la règle de Sarrus, c'est ce qu'on va voir, qui quand même des fois elle peut se trouver être pratique. Pour n égale 4, ça n'a plus aucun sens. Mais pour n égale 3, il y a encore un côté pratique à cette règle-là. Alors, donc on va regarder l'identité qui nous donne la première diagonale, hein, puisque 1 donne 1, 2 donne 2, 3 donne 3. Voilà. Ensuite, ben, en fait, ce qui va se passer, et ça c'est intéressant à remarquer, c'est que dans Sn, dans le groupe Sn, on a autant d'éléments de signature 1 que d'éléments de signature moins 1. Pourquoi? Parce que quand on compose par une transposition, d'accord, vous prenez sigma et vous lui associez sigma rond une transposition, par exemple 1, 2, et ben, on va changer la signature plus en une signature moins. Et c'est bijectif, d'accord? Puisqu'il suffit de recomposer par la transposition
1, 2 par la droite, et on retrouve sigma. Donc, comme il y a ces bijectifs, ben, il y en a autant d'un côté que de l'autre, et on va avoir autant de plus que de moins. C'est ce qu'on voit ici, et c'est ce qu'on va voir aussi ici. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et à noter. Donc, là, on a ça. Donc, je commence par les éléments de signature 1. Donc, évidemment, l'identité. Le 3 cycles, ici, 1 donne 2, et 2 donne 3, et 3 donne 1. Et ensuite, l'autre 3 cycles, dans l'autre sens, 1 donne 3, 2 donne 1, et 3 donne 2. Donc, voilà. Ça peut se voir, je vais l'écrire en vert. Donc, ça, dans la règle de Sarrus, ça se voit très visuellement. Vous avez ça, ensuite vous faites ça fois ça, et ensuite ça fois ça. Voilà. Et les autres, ben, ça va être les transpositions, qui vont être de signature -1 ici. Donc, vous avez la transposition 1, 2. 1 donne 2, 2 donne 1. Et donc, sous-entendu, 3 donne 3. La transposition 1, 3, ici, et la transposition 2, 3. Donc, ici, dans la règle de Sarrus, c'est ça qui va porter le signe moins. Donc, ici, vous allez avoir, donc voilà la transposition 1, 2. Voici la transposition 1, 3. Et voici la transposition 2, 3. D'accord? Donc, on a une règle de Sarrus qui nous permet de calculer ça un peu plus facilement. Voilà. Alors, on va commencer par l'existence. On va appeler ce delta, qui est donné par cette formule, det. D'accord? Donc, ce sera ça son nom attitré. Alors, det de A, c'est la formule qu'on a donnée tout à l'heure. Et il faut montrer qu'il vérifie les points 1, 2 et 3. Alors, 1, je vous rappelle que c'est la n-linéarité. Bon, bah oui, parce que linéaire, ça veut dire homogène de degré 1. Donc, en chaque colonne, vous voyez que J, la colonne J n'est représentée qu'une seule fois, une fois et une seule, disons. Et donc, ça va impliquer forcément la linéarité en chaque colonne. Ça, c'est assez clair. 3, ben oui, ça c'était le fait que le déterminant de la matrice identité c'était 1. Ben oui, parce que si c'est la matrice identité, vous avez des 1 sur la diagonale principale et des 0 ailleurs. Donc pour que ce produit soit non nul, il faut qu'à chaque fois, sigma de J soit égal à J. Ça veut dire que sigma doit être égal à l'identité. L'identité n'a pas d'inversion, donc epsilon de l'identité, là cette fois-ci je parle de la permutation de l'identité, c'est 1. Donc on va bien avoir 1. Donc là jusqu'à présent c'est bon. Maintenant, c'est une autre paire de manches de montrer que delta vérifie 2. Alors 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a deux fois la même colonne, à des emplacements de colonnes différentes, évidemment, alors le déterminant vaut 0. Alors, montrer que det, je vais mettre ici, vérifie que, donc on va supposer que CI égale CJ pour I différent de J, et on veut montrer que det de A est égal à 0. Alors, regardez, je vais séparer ici en deux les signatures 1 et les signatures -1. Donc les permutations paires sont là, et moins, évidemment, les permutations impaires. J'ai rien fait du tout. Maintenant, ici, je vais laisser ce terme tel qu'il est. Ici, je vais effectuer un changement de variable. Sigma prime égale sigma rond taux. C'est-à-dire, si vous préférez, sigma maintenant égale sigma prime rond taux, puisque taux est involutif. Alors ici, ça nous donne quoi? Là, ça n'a rien changé. Là, vous avez le moins. Et puisque taux était de signature -1, qu'on a un morphisme, ça veut dire que la signature de sigma prime, c'est 1. Puisque là, on a -1 et là, on a -1. Donc, epsilon de sigma prime est égal à 1. Maintenant, on a le produit de k égale 1 à n de sigma prime rond taux ici, puisqu'on avait sigma de k. Et maintenant, il faut montrer que ça, je peux enlever le taux ici. Pourquoi il suffit de montrer ça? Parce que si j'arrive à montrer le taux, je vois que, quitte à remplacer sigma prime par sigma ici,
bah, j'ai la même chose là et là. Et donc, ici, moins ça, ça fait bien 0. Donc, je veux montrer la possibilité d'enlever le taux. Alors d'abord, si K est différent de I et J, alors ben, taux de K est égal à K. Donc là, il n'y a pas de problème, je peux l'enlever. Maintenant, si K est égal à I ou J, ben, en fait, je vais prendre le produit des deux restants. Donc ici, il y a toutes les colonnes différentes de I et J. Et là, je vais prendre le produit des colonnes. Et ben, j'ai A sigma prime J I A sigma prime I J, puisque taux de I c'est égal à J, et taux de J, c'est égal à I. Donc j'ai ce produit-là qui est là-dedans. Mais maintenant, comme les colonnes sont égales, bah ici je peux remplacer I par J, et J par I. C'est ce que je fais. D'accord ? Et là, je vois bien que quand je prends le produit des deux, eh bien, c'est comme si j'avais omis le taux ici. Donc, moralité, même si facteur par facteur, il n'y a pas forcément l'égalité, mais le produit, lui, il est constant et je peux enlever le taux pour ce produit-là et obtenir ici égal 0. D'accord ? Donc ici, j'ai bien le 0 voulu et on a montré l'existence. On a montré l'existence avec ce fameux déterminant. Maintenant, on montre l'unicité. On va faire mieux. Qui va être utile par la suite, hein, d'ailleurs, faudra prendre acte de ce qu'on a démontré là, c'est que delta, s'il vérifie 1 et 2, donc linéarité et alternance, alors delta, c'est le déterminant à un scalaire près. D'accord ? Le déterminant qu'on a défini avec cette grosse formule. Alors maintenant, effectivement, ça va prouver l'unicité, parce que si on rajoute 3, eh ben, on applique ça à l'identité. Ici, on l'applique à l'identité, et on va avoir delta de l'identité, ben, par 3, ça fait 1, mais le déterminant de l'identité, par la formule, et on l'a calculé tout à l'heure, ça fait 1 aussi, et donc ça fait que lambda, la constante, est égale à 1. Donc on a unicité, puisque delta ne peut être égal qu'à delta. Voilà. Alors, on va montrer ça en 3 temps. D'abord, le fait que alterner plus linéaire implique antisymétrique. Alors, je m'explique. Alterner, donc c'est 2, linéaire c'est 1, et ça va impliquer antisymétrique. Antisymétrique, ça veut dire que quand on échange deux colonnes, là ici, j'ai laissé tout le monde tranquille, sauf ces deux colonnes que j'ai échangées, CI en CJ et CJ en CI, alors le déterminant delta, delta ici, devient opposé. Voilà. Alors pourquoi ? Ben, il suffit d'utiliser le fait d'être alterné et linéaire sur ceci. Donc ici, vous prenez CI plus CJ, et je répète CI plus CJ ici. Donc ça fait 0 parce que c'est alterné. Maintenant, je développe et je vais avoir, alors bon, je mets des pointillés, hein, vous comprenez ce qu'il y a. Ici, on va avoir CI, 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 CJ, CJ, CI et CJ, CJ. D'accord ? Pourquoi ? Ça, on l'a vu au tout début, hein, c'est cette propriété de développement par distributivité, hein, du déterminant. Mais comme c'est alterné, ça c'est 0. Comme c'est alterné, CJ, CJ, c'est 0. Et il va nous rester CI, CJ, CJ, CI. En somme, ça fait 0. Donc, on a bien... Alors ici, vous remplacez par des deltas. Il faut mettre des deltas, hein, ici, hein, partout. Voilà, vous l'aviez compris. Maintenant, donc, on a montré que delta est antisymétrique. Lorsqu'on échange deux colonnes, on obtient l'opposé. Alors maintenant, ici, deuxièmement, oui, c'était dans les prérequis aussi. Je suppose que sigma, donc sigma qui est dans Sn, hein, se décompose en transposition. En fait, on peut toujours décomposer tout élément de toute permutation en transposition. Ce qui fait que, étant donné qu'une transposition a pour signature -1, la signature
de sigma, c'est moins 1 puissance s, puisqu'on a un morphisme de groupe. Alors maintenant, je vais prendre sigma qui à k envoie ce qu'on appelle donc sigma de k, mais je vais le noter ik, bon, avec EJ, c'est le vecteur colonne avec canonique, avec que des zéros ici, et un 1 à la jème ligne. D'accord? Donc maintenant, quand je vais faire delta de EI1 jusqu'à EIN, donc ça c'est une matrice où on a compilé toutes ces colonnes, donc d'accord, donc eh bien ça va faire epsilon de sigma fois delta de l'identité. Alors pourquoi? Donc ce que je vais faire, c'est redresser, d'accord, mes colonnes, c'est-à-dire les échanger, de sorte à ce que on obtienne la matrice identité. Étant donné que sigma est bijective, eh bien, c'est possible, d'accord? On va pouvoir le faire. Mais on va le faire grâce à des transpositions, mais pour chaque transposition, d'accord, que l'on va, on va échanger selon les transpositions, mais pour chaque transposition, on multiplie par moins 1, d'après la formule 1. Donc ici, on a moins 1 puissance s, une fois qu'on aura fait les s transpositions qui nous permettent d'obtenir sigma, fois delta de, et on aura tout redressé, ce qu'on appelle redressé, on aura obtenu E1 jusqu'à EN. Bon, vous pouvez vérifier cette formule-là. Donc ici, on a delta de IN, qui ne fait pas 1 par hypothèse, parce que ici, on a juste supposé 1 et 2. Voilà. Maintenant, troisièmement, je vais prendre C1 jusqu'à Cn. D'accord? Donc là maintenant, A est une matrice quelconque, c'est pas juste une matrice avec des... Là vous voyez que c'était ce qu'on appelait une matrice de permutation, pour ceux qui connaissent. Donc ici on a A et une matrice quelconque. J'écris CJ, la colonne CJ, comme une somme de AIJ EI, où EI a été définie ici. D'accord? Donc c'est vraiment la matrice A égale AIJ. D'accord? Par définition. Donc là maintenant, delta de A, je vais le développer comme un produit, c'est ce qu'on avait dit, ce qui va faire qu'on va avoir une somme, quand je vais tout développer, je vais avoir des produits ici, des A, K, A, IK, d'accord, parce que ça, quand on a K ici, eh bien on va avoir un élément que je vais appeler IK. D'accord? Je fais le produit, et ici, j'aurai toujours les delta de I1 jusqu'à IN. Parce que ici, quand j'ai I, là j'ai I ici. Donc quand j'ai IK ici, j'aurai mon IK ici, avec mon delta là. Et maintenant, regardez, là pour l'instant, les I1, IN sont juste des éléments qui sont compris entre 1 et n. Mais ici, s'il y a répétition, d'accord, s'il y a deux fois le même, d'accord, IK, donc IK égale IK', alors ce delta est égal à 0 parce que delta est alterné. D'accord. Donc, on peut supposer que l'application qui a K donne IK, d'accord, est injective. Puisque si ce n'était pas injectif, alors on aurait 0, donc on élimine. Donc maintenant, comme on a de l'injectivité, et qu'on va d'un ensemble à n éléments à un ensemble à n éléments, eh ben, qu'est-ce qu'on a? On a la surjectivité, donc bijectivité. Donc ça veut dire que cette assignation sigma, maintenant, on sait qu'elle appartient à Sn. D'accord? Donc maintenant, ça appartient à Sn, on peut appliquer 2 parce que la sigma appartenait à Sn, et on a epsilon de sigma fois, ici on a sigma de k. Voilà. Donc on a det de A, on retrouve det de A, sauf qu'ici on a delta de EI1, EIN qui devient delta de IN, et donc je multiplie par delta de IN. Donc on a exactement montré ça, que delta c'est un lambda det avec ce lambda
c'est exactement delta de IN. Donc là, j'ai réécrit le corollaire. Hein. Donc si delta, c'est une application de Mn de K dans K qui vérifie 1 et 2, c'est-à-dire n linéaire sur les colonnes, et alterné, deux colonnes identiques, ça donne 0, alors delta est proportionnel au déterminant, et le scalaire qui définit la constante de proportionnalité, c'est justement delta de IN, évidemment. Voilà. Alors avec ça, on peut faire un certain nombre d'exercices, plus l'écriture du déterminant. Alors l'expression explicite du déterminant, on va pouvoir l'utiliser quand même dans des cas assez simples, mais dès que ça devient un petit peu compliqué, c'est ce corollaire, cette espèce de corollaire d'unicité à scalaire près qui va compter. Et ça, vous allez voir, ça fait plus que force ni que rage. L'unicité, c'est un très très bel argument, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour obtenir des égalités. Donc allons-y. D'abord, on a une matrice carrée avec des lambda i sur la diagonale, des zéros en dessous, et au-dessus, voilà, des choses indéterminées. Alors le déterminant, c'est le produit des lambda 1, etc., lambda n. Alors là, à la limite, c'est assez simple pour qu'on puisse le faire avec la formule du déterminant. Parce que les termes non nuls dans le développement explicite du déterminant sont pour quel sigma? Il faut, vous voyez, pour que ce soit non nul, il faut avoir lambda 1, non nul en tout cas, dont on n'est pas sûr que c'est nul en tout cas, parce que lambda 1 peut être nul, bien sûr. Alors, il faut que sigma soit tel que sigma de 1 forcément est égal à 1, d'accord? Ah oui, parce que s'il est égal à autre chose que 1, on va tomber sur 0, et quand on va faire le produit, on aura automatiquement 0 partout. Bon, ensuite, sigma de 2. Sigma de 2, faut que ce soit 1 ou 2, sinon c'est 0. Mais ça ne peut pas être 1, parce que 1 est déjà pris. Je vous rappelle que sigma, c'est une bijection, donc c'est injectif. Voilà. Donc finalement, il ne reste que 2. Et ensuite, etc. Sigma de 3, c'est 3. Et puis jusqu'à sigma de n, ce sera forcément n. Donc ça veut dire que sigma, c'est l'identité de l'ensemble de 1 à n. Et donc epsilon de sigma est donc égal à 1. C'est le seul, donc il n'y a qu'un seul terme. Et donc, maintenant, quand on applique sigma égale l'identité, on va avoir que les A sigma de J, J, c'est A, J, J. Donc on fait le produit des A, J, J, et donc c'est le produit des lambda I avec le coefficient 1. Voilà. Maintenant, on peut montrer de la même manière, en utilisant le même genre d'argument, que le déterminant de cette matrice, alors ici on met n'importe quoi, on s'en fiche, ici on met une matrice, mais ça c'est une matrice rectangulaire a priori, là on met une matrice carrée, là on met une matrice carrée, celle-là elle est rectangulaire parce que ces deux carrés n'ont pas forcément la même taille, et donc là on a le déterminant de C. Alors bien sûr, on peut le faire quand pour l'instant on n'a pas encore vu le développement par rapport à une ligne ou par rapport à une colonne qui rendrait le truc complètement évident. Mais là, on peut le faire pareil avec la formule. Pourquoi? Parce que si on veut sigma, d'accord, tel que le terme soit non nul, en tout cas a priori non nul, il faut encore que sigma de 1 soit égal à 1, sigma de 2, forcément là ici il doit être égal à 2, jusqu'à, si on appelle k ce truc-là, sigma de k est égal à k. Mais dans ce cas-là, comme tout à l'heure, comme sigma est une bijection, elle est injective, on ne peut pas avoir sigma de k plus 1 compris entre 1 et k, parce que entre 1 et k, tout est pris. Donc on veut que ce soit injectif, donc sigma de k plus 1, forcément, ça va être quelque chose qui va être compris entre k plus 1 et n. Et pareil pour tous les autres. Donc sigma va être une bijection,
tel que sigma de i est compris entre, strictement compris entre k et inférieur à n, dès que i est strictement plus grand que k et n. D'accord? Mais alors, dans ce cas-là, on peut se ramener à juste une permutation de l'ensemble k plus 1 n. D'accord? Donc sigma, bon, voilà, on peut réduire sigma à juste une permutation, ici, de k plus 1 n, et toutes les inversions, alors que je peux appeler peut-être sigma prime, hein, d'accord? Donc à sigma, j'associe sigma prime là, et à sigma prime, ben, je peux associer sigma en prolongeant sigma prime par sigma de i égale i, quel que soit i entre 1 et k. D'accord? Alors maintenant, sigma et sigma prime, ils sont en bijection l'un et l'autre, et puis ils ont même signature. Pourquoi ils ont même signature? Parce que dès qu'il y a une inversion, il ne peut pas y avoir d'inversion ici pour sigma. Donc dès qu'il y a une inversion, c'est une inversion ici. Et toute inversion de sigma est une inversion de sigma prime. Donc la signature est la même, et donc ça va devenir vrai. D'accord? Bon, voilà. Alors on peut le faire effectivement avec la formule du déterminant. Maintenant, beaucoup plus difficile, si on voulait le faire avec la formule du déterminant, bon, ce serait le déterminant de A0BC est égal à déterminant de A fois déterminant de C. Alors là, regardez, alors là, ça commence à devenir intéressant, ces choses-là. Vous prenez l'application qui va de MPK dans K, où P c'est la taille de la matrice carrée A. Je vous rappelle que A et C sont des matrices carrées ici, et B une matrice rectangulaire. Et on regarde l'application qui a A donne le déterminant de A0BC, c'est-à-dire le déterminant qu'on cherche. L'application ici qui va de A vers ça vérifie la linéarité dans les colonnes de A, puisque la linéarité ici sur les colonnes de ce grand déterminant va impliquer la linéarité sur les colonnes de A, puisqu'il n'y a que des zéros ici, et va impliquer la bilinéarité de delta. Ensuite, delta vérifie 2, puisque dès que vous avez deux colonnes pareilles sur delta, vous avez deux colonnes pareilles sur ce déterminant, et donc ici, comme c'est le vrai déterminant, ça fait 0. Donc tout ça est vrai de façon presque immédiate. Donc on applique le corollaire, et ça veut dire que delta de A, c'est delta de la matrice identité fois le det, mais le det de A. D'accord? Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer delta de identité, mais delta de identité, on l'a vu, c'est det de C, donc ça fait det de C fois det de A. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le déterminant par bloc, et même par bloc triangulaire. D'accord? Ça, c'est des blocs, et cette matrice est triangulaire par bloc. Il y aurait 0 ici, ce serait diagonal par bloc, mais là, on peut faire ça directement. Autre chose, le déterminant de la transposée de A. Le déterminant de la transposée de A, c'est le déterminant de A. Alors, pourquoi? Là, on peut revenir à la formule, et dans la formule, regardez les produits. C'est A, sigma de 1, 1, jusqu'à A, sigma de n, n. D'accord. Maintenant, je les renverse un petit peu. Je fais en sorte qu'en premier lieu, j'ai sigma moins 1 de 1. Sigma est une bijection, donc sigma moins 1 existe, la colonne sigma moins 1 existe, et je vais commencer par sigma moins 1 de 1, 1. Donc, sigma moins 1 de 1, pardon. Et donc ici, comme i, c'est sigma de sigma moins 1 de i, oui, c'est l'inverse, et ici, je vais avoir, à chaque fois que j'ai i ici, j'ai sigma de i là, donc j'ai sigma de sigma moins 1 de i, donc j'ai 1. D'accord? Ici, j'ai 1. Pareil, le deuxième facteur, ce sera A indice, et à droite, je vais mettre sigma moins 1 de 2.
et sigma moins 1 de 2, donc je vais avoir 2 sigma moins 1 de 2 jusqu'à A indice n sigma moins 1 de n. Voilà. Donc ce produit-là est égal à ce produit-là. C'est juste une petite permutation des facteurs dans un corps commutatif. Alors maintenant, je vais prendre le déterminant de A. Je reprends la définition, mais sauf que je vais changer ça en ça. Donc c'est le produit de k égale 1 à n de A indice k sigma moins 1 de k. Là, c'est imparable. Mais je vais faire un changement de variable. Je vais poser le changement de variable sigma prime égale sigma moins 1, puissance moins 1. Donc l'inverse de sigma. Donc maintenant, sigma ici, je le remplace par sigma prime moins 1, parce que bien sûr sigma c'est l'inverse de sigma prime aussi. Voilà. Fois le produit des A indice k, forcément sigma prime de k. Mais là, epsilon de sigma prime moins 1, comme epsilon est un morphisme, c'est epsilon de sigma prime le tout moins 1, mais comme epsilon de sigma prime c'est soit 1 soit moins 1, c'est égal à son propre inverse. Donc ici, je peux effacer, si vous voulez, le moins 1. D'accord ? Et maintenant, qu'est-ce que je reconnais ? Exactement la formule du déterminant, sauf que ici, on a échangé les lignes et les colonnes. Donc c'est bien la formule, le déterminant de la transposée. Voilà. Alors maintenant, on va voir, essayez de le faire en exercice en vous inspirant de ça. C'est probablement celui-ci le plus important à faire en exercice comme application du corollaire. Essayez de démontrer que det de AB, c'est égal à det de A, det de B. Donc là, ça va être la propriété fondamentale dont on va se servir ensuite tout le temps. Alors, voilà, en exercice, je vous avais dit, essayez de faire sur le modèle de tout à l'heure, det de AB égale det de A fois det de B. Donc, on va appeler K la taille de la matrice carrée B, et on va regarder delta de MK de K dans K, qui a B associe delta de B égale det de AB. D'accord ? Donc, comme AB, si j'écris B avec des colonnes C1 jusqu'à CK, d'accord, alors on sait que multiplier à droite, ça revient à multiplier chaque colonne. Alors ici, A, C1, d'accord, c'est le produit d'une matrice carrée par une colonne, par un vecteur colonne. D'accord ? Donc ça, c'est la matrice des colonnes A, C1, A, C2 jusqu'à A, CK. D'accord ? Donc ça, c'est un classique à bien savoir, manipuler le produit matriciel par colonne. Après, on a l'équivalent avec les lignes sur la gauche. C'est bon à savoir aussi. Il faut multiplier à gauche. Donc, comme ici, delta est forcément cas linéaire, puisque quand on va faire une combinaison linéaire des colonnes de B, comme la multiplication à gauche par A est linéaire, ça va devenir une combinaison linéaire, ici la même combinaison linéaire des colonnes de AB, et quand on va prendre le déterminant, évidemment, ça va être linéaire, parce que sur la colonne donnée. Donc c'est bien cas linéaire. Alterné, évidemment, parce que si on prend CI et CJ de même colonne de B, ici, ça va se voir par les mêmes colonnes ici. Si CI égale CJ, alors ACI égale à ACJ, et donc le déterminant ici va être nul. Donc c'est bien cas linéaire alterné. Donc on sait que delta de B va être égal à delta de IN fois det de B. Voilà. Mais delta de IN, c'est quoi ? Si je prends IN ici, j'ai IN ici, donc j'ai det de A. Donc ici, ça fait det de B égale det de AB égale det de A, det de B. Comme par magie, vous voyez, c'est très propre cette façon de fonctionner. Essayez bien de bien visualiser, de bien flasher ce type de preuve dans les déterminants, qui est beaucoup plus efficace que les preuves qui utilisent le gros package, quoi. Alors, on verra plus tard. Maintenant, ça, c'est le début
de ce qu'on appelle les morphismes de groupe, hein, pour le groupe GLN, c'est le début de l'invariant de similitude, etc. Donc c'est le début d'une grande histoire. C'est-à-dire qu'au début, on avait mis le pied dans une histoire où on voulait juste savoir si un système était une base ou pas, et là on tombe sur un objet qui a des propriétés vraiment remarquables par cette compatibilité, c'est-à-dire qu'il va pouvoir nous envoyer la multiplication ici, qui est quand même une multiplication compliquée, sur une multiplication dans le cas qui est vraiment très réduite. Voilà, donc on verra les conséquences plus tard. Là, je vous propose une alternative, c'est mon petit panneau alternative, de la preuve du déterminant de matrice triangulaire par bloc, d'accord, comme ceci. Pour ceux qui n'auraient pas apprécié comment j'ai fait le déterminant de ça, où j'ai dit un peu abruptement que c'était le déterminant de C à cause d'une bijection entre des permutations globales et des permutations ici locales. Alors là, une autre méthode, donc de la même manière, hein, donc je regarde mon A donne ça, ça va être alterné, ça va être multilinéaire, donc on avait ça c'était clair. Maintenant, je veux une autre méthode pour montrer que ça, c'est det de C. Alors, et dans ce cas-là, ce sera terminé. Donc, je prends ici IN, B et C, et je dis que le déterminant de ça, c'est le déterminant de sa transposée. Donc maintenant, j'ai IN là, la transposée. Là, je vais retrouver la transposée de B ici, et là, je vais trouver la transposée de C. Mais là, maintenant, je peux faire pareil, parce que maintenant, il y a des zéros là. C'est exactement par colonne, comme quand j'avais des zéros là par rapport à A. Et donc, je peux montrer que ça, c'est le déterminant de IN transposé de B, 0, IN, transposé, ici, mais c'est IN, hein, d'accord, fois le déterminant de C transposé. Mais alors là, maintenant, ça, c'est une matrice triangulaire, d'accord. Je peux revenir sur triangulaire supérieur, comme on avait fait tout à l'heure, et donc c'est le produit des 1 qu'il y a sur la diagonale. Donc c'est 1, et det de C transposé, c'est det de C. Donc ça y est, on a montré que le déterminant, c'est le déterminant de A fois le déterminant de C. Voilà. D'accord. Donc maintenant, tout de suite, pour les applications de cette propriété de multiplicativité du déterminant. Ne cherchez pas pour l'additivité, hein, il n'y en a pas, hein, mais il y a une belle multiplicativité. Alors, on part d'une matrice A inversible, et on va montrer que le déterminant de A est non nul. Bon, la matrice est forcément carrée, hein, c'est un coefficient dans un corps. Alors on va montrer juste cette implication, la réciproque sera un peu plus tard. Hein. Donc, ça c'est simple maintenant, on a AB égale IN, ça implique que, donc, puisque A est inversible, elle possède un inverse, hein, et cet inverse, je l'appelle B. Et donc, ça veut dire que det de AB égale det de IN, donc det de A fois det de B égale 1, et forcément, ça veut dire que det de A est différent de 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir maintenant? C'est que si dire que A est inversible, ça revient à dire que A code un automorphisme, hein, d'accord? Puisque c'est inversible, c'est-à-dire que les vecteurs colonnes de A forment une base. Voilà. Donc, on peut dire que si les vecteurs colonnes de A forment une base, alors le déterminant est non nul. Déjà, c'est pas mal. C'est-à-dire que si le déterminant était nul, alors on est sûr d'avoir une combinaison linéaire, ça ne forme pas une base, c'est une partie liée. Alors maintenant, encore autre chose. Si A est inversible, ce qu'on vient de voir ici, c'est que si A est inversible, non seulement det de A est différent de 0, mais det de A moins 1, c'est l'inverse de det de A, d'après ce qu'on a vu là. Donc ça, c'est clair. D'accord? Maintenant, mieux. Si A et B sont semblables, alors ils ont même déterminant. Et oui, effectivement, parce que det de B, puisque B et A sont semblables, ça veut dire que B s'écrit P-1 à P. Donc maintenant, je vais appliquer la formule, j'ai det de P-1, det de A, det de P. Mais det de P-1, je viens de voir que c'est det de P le tout moins 1, fois det de A, det de P. Et maintenant, bonne nouvelle, hein, vous voyez que
le déterminant nous fait passer de Mn de K à K. Hein. Donc ici, c'était non commutatif. Donc l'envie qu'on a de rejoindre P-1 et P, bah, ça c'est impossible. Mais une fois qu'on est passé par le déterminant, on est dans du commutatif. Donc lui, il peut le rejoindre et s'annuler pour donner det de A. D'accord? Donc voilà. On a det de B égale det de A. Et là maintenant, eh ben oui, là maintenant, si on prend U un endomorphisme, alors on va pouvoir définir un déterminant de l'endomorphisme. Qu'est-ce que c'est? Je prends en de E dans K, donc c'est le déterminant, donc je devrais lui donner un autre nom, mais bon, on va encore l'appeler det, qui a U donne det de U. Alors qu'est-ce que c'est det de U? Ben, je prends une matrice dans une base E, comme c'est un endomorphisme, hein, je vais prendre une matrice dans une seule base, hein, donc ce sera la base d'arrivée et la base de départ, hein, attention. Donc A c'est mat E de U, et je vais poser det de U égale det de A. Et là vous allez me dire, bah oui mais ça dépend, normalement, hein, vous allez me dire, il faut me le dire, il faut le penser, il faut être vigilant à ça, c'est le mot bien défini. Ce n'est pas bien défini a priori, c'est pas bien défini parce que ça dépend de la base choisie. Bah oui, mais si je prends une autre base, alors j'aurai une matrice qui sera semblable, donc j'aurai le même déterminant, et donc ça devient effectivement bien défini. Voilà. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là maintenant, le déterminant, qui était un objet de calcul, c'est pour ça, comme c'est plutôt un objet de calcul, ben, j'ai préféré le présenter avec les matrices, hein, d'accord? Mais bon, donc il a son importance, hein, ici, si on pense à ce théorème, et avec la réciproque qui va bientôt venir, il a quand même une vraie importance et un vrai rôle, vous voyez, déterminant, hein, d'accord? Donc c'est-à-dire quelqu'un qui a une fonction, hein, d'accord? Déjà le mot, ça l'indique. Eh bien, mieux que ça, il est passé de sergent, en quelque sorte, à lieutenant. Il est monté en grade. Hein. Pourquoi? Parce que ici, il était sur les matrices, et là maintenant, c'est devenu un objet plus canonique. Hein. C'est un objet qui peut directement traiter avec les endomorphismes. Alors, s'il y a vraiment un cœur de la leçon, c'est là. C'est-à-dire qu'on va voir comment le déterminant détermine. Et non seulement il détermine l'inversibilité, mais il détermine aussi l'inverse, carrément. Alors, voilà, hein, on pouvait s'en douter, avec un nom comme ça, il s'appelle déterminant, hein, c'est un peu comme Léon nettoyeur dans Besson, on sent que c'est quelqu'un qui n'est pas venu ici pour rigoler. Léon, tu fais quoi comme métier? Nettoyeur. Alors, on a vu que l'inversibilité, on avait une implication. Si A est inversible, alors le déterminant de A est différent de 0. Pourquoi? Hein, on a vu, c'est parce que le déterminant est compatible avec le produit des matrices. Hein. Déterminant de AB, c'est déterminant de A fois déterminant de B. Eh bien, la réciproque, on n'a pas besoin forcément de, si det de A est différent de 0, on va voir qu'on peut calculer l'inverse alors de A, donc A est inversible, mais on peut faire ça à moindre frais en utilisant le théorème du rang. Hein, vous pouvez essayer d'ailleurs de le faire en exercice avant que je vous le montre. Hein. Regardez, faisons ça par la contraposée. On va faire la réciproque par la contraposée, c'est-à-dire que si A est non inversible, alors det de A égale 0. Ben oui, parce que si A est non inversible, A, d'après le théorème du rang, il s'écrit P-1 JRQ, avec JR, c'est une matrice carrée, avec que des 1 ici sur la diagonale, que des 0 ailleurs, et R1. Mais comme il est non inversible, ce R est strictement inférieur à n. Le rang est strictement inférieur à n, donc on va avoir ici des 0 sur la diagonale. On sait alors que le déterminant de JR, c'est le produit des éléments de la diagonale, ça on l'avait vu avant, donc comme il y a des 0, forcément on a le déterminant qui est nul de JR, et donc le déterminant par multiplicativité, le déterminant de A est nul aussi. Voilà, allez, mais maintenant il faut trouver l'inverse. Alors vous vous doutez que trouver l'inverse,
ça va permettre de résoudre des systèmes linéaires, etc. Hein, d'accord? Donc ça va être quelque chose d'important. Alors, pour trouver l'inverse, on a besoin d'une petite définition, ce qui s'appelle le cofacteur, d'accord? Quand on a une matrice carrée, on va prendre le cofacteur, donc MIJ, on va prendre le déterminant de la matrice, mais n-1, n-1, obtenu en effaçant la colonne J et la ligne I, voilà, bon, voilà. On prend le déterminant, on multiplie par moins 1 puissance I plus J, hein, on verra pourquoi après, hein, et on obtient ce qu'on appelle la comatrice, d'accord, qui est justement égale à cette matrice MIJ. Alors, on a A fois la transposée de la comatrice de A est égale à l'identité fois le facteur d'être de A. C'est intéressant déjà en soi, et vous pouvez aussi commuter la formule, on peut échanger A et transposer de la comatrice de A. Voilà, alors on note des fois ça A tilde, hein, ça arrive. Donc maintenant, on peut calculer hein, l'inverse de A. Alors évidemment, c'est un calcul plutôt théorique, hein, qui va nous servir dans certains cas particuliers, mais bon, c'est pas ça qu'on implante dans une machine si on veut qu'elle nous calcule l'inverse de A. Hein, il y a des méthodes quand même qui sont plus rapides que celle-là. Si vous arrivez à imaginer le nombre de calculs pour obtenir A-1, vous vous rendrez compte que c'est pas raisonnable. En revanche, c'est quelque chose qui a un certain intérêt. D'abord, ça montre que bon, A-1 s'écrit comme des produits qu'on peut faire, d'accord, et des produits qu'on peut faire parmi les éléments de A, et juste avec une seule division, celle par det de A. Donc c'est des fractions rationnelles, et par exemple ça peut apporter des choses au moment où on étudie la continuité hein, de l'inversion. Ça peut aussi servir quand on travaille sur un anneau et qu'on veut montrer que une matrice A qui a coefficient dans l'anneau est inversible avec un inverse encore à coefficient dans l'anneau, d'accord, si et seulement si le déterminant est inversible dans l'anneau. Alors ça, c'est quelque chose qui sert souvent parce que donc c'est par exemple sur Z, c'est un grand classique, donc des matrices à coefficient dans Z qu'on veut inverser en une matrice à coefficient dans Z ou à coefficient dans l'anneau de polynôme K de X. Voilà. Regardons ce qui se passe rapidement pour n égale 2 avant de passer à l'idée de la preuve. N égale 2. Donc quand vous voulez calculer la comatrice, vous commencez par mettre des plus et des moins. Alors c'est facile, hein. En général, c'est moins 1 puissance I plus J. Ben, en haut à gauche c'est plus, et puis ensuite vous faites une alternance, hein, d'accord. Vous avez que des plus évidemment sur la diagonale, hein, et puis là vous alternez. Donc à côté d'un plus il y a un moins, et à côté d'un moins il y a un moins. En diagonale, les diagonales se ressemblent, donc etc., etc. Donc ici vous avez plus, moins, moins, plus. Vous écrivez votre matrice ABCD, et maintenant bah, vous voyez bien que la comatrice de A, bah, vous écrivez D, C, B, A. D'abord, vous écrivez le plus, moins, moins, plus. Et ensuite, à la place du A, bah, vous voyez que vous effacez comme ça, vous obtenez un D. À la place du B, bah, ici, vous faites ça. Bon, vous prenez le déterminant d'une matrice 1, 1. Donc, bon, c'est autant rien faire. Hein. Donc, ici, vous mettez un C, etc., etc. Donc, voilà la comatrice. Ce qui fait que A-1, c'est 1 sur, donc quand ça c'est non nul, AD moins BC, fois bah, la transposée de la comatrice. On retrouve cette vieille règle, hein, d'accord, avec D où on échange A et D, et puis on oppose l'antidiagonale comme ça, moins B, moins C, parce que j'ai pris la transpose. Voilà, on va pouvoir attaquer la preuve. Tu veux dire t'es tueur? Ouais. Cool. On est parti pour la preuve de ça. Alors A fois la transposée de la comatrice de A qu'on a définie tout à l'heure,
c'est le déterminant de A fois l'identité. Et ce serait pareil si on multipliait à gauche au lieu de multiplier à droite. Alors attention, c'est pas si évident que ça que cette égalité implique celle-là. Si le déterminant de A est non nul, alors là c'est clair, parce que quand on divise par le déterminant ici, et quand on a un inverse à droite, alors il est automatiquement inverse à gauche. En revanche, si le déterminant de A est nul, alors là c'est pas pareil, parce que vous avez, il n'est pas clair que si A fois B égale la matrice nulle, alors B fois A est égal à la matrice nulle. En général, c'est faux. Vous pouvez prendre A et B, tel que l'image de B est dans le noyau de A, mais que l'image de A n'est pas dans le noyau de B, et donc vous aurez AB égale 0, mais BA n'est pas égal à 0. Donc il faut quand même vérifier logiquement quelque chose qu'on ne fera pas. Après, je dirais par analogie, ou je sais pas, faites-le en exercice. Alors, ça passe par quelque chose, la preuve va passer par quelque chose d'un petit peu intéressant, c'est le développement par rapport à une colonne, ou le développement par transposé, je vous rappelle, on va utiliser souvent que le déterminant est stable par transposé, le développement par rapport à une ligne. Alors ça, c'est quelque chose qui est dans la preuve, et qui en fait va rester après comme une technique de déterminant. Alors, qu'est-ce que c'est le développement par rapport à une colonne, on va dire? On fixe une colonne de A, comme ça, et donc on va avoir que le déterminant de A, c'est la somme des AIJ fois MIJ, où MIJ, c'est le cofacteur de la matrice A. Alors, donc ça veut dire concrètement qu'on va prendre A1J, on va tuer sa ligne et sa colonne, on va prendre le déterminant de ce qui reste en multipliant par le moins 1 puissance 1 plus J, et puis etc., et on va faire la somme de tout ça quand on aura fait parcourir tous les éléments de la colonne J. Et ça s'appellera le développement par rapport à la jème colonne. Alors donc, voici la formule que je propose de prouver. Donc ici, on part du déterminant de A, d'accord, je l'écris comme ça, et maintenant, je regarde par rapport à la colonne J, et j'utilise la linéarité par rapport à la jème colonne, d'accord? Ça c'est important, d'accord? Ça veut dire qu'on laisse toutes les autres colonnes tranquilles, et là, je fais somme de I égale 1 à N et de AIJ, donc ça c'est la linéarité, avec des 0 ici et des 1. Donc ça c'est la simple linéarité par rapport à la colonne J. Maintenant, alors attention, on serait tenté d'échanger la colonne J avec la colonne 1 et la ligne I avec la ligne 1, d'accord, de faire un échange comme ça, parce que ce qu'on veut, quoi, c'est obtenir un 1 ici pour avoir une matrice triangulaire par bloc. Mais si je fais ça brusquement, comme ça, juste deux échanges, tac et tac, pour ramener le 1 là, alors ici, je n'aurai pas la matrice grand AIJ, c'est-à-dire la matrice obtenue quand j'efface ça et ça. D'accord? Si je veux retrouver cette matrice, eh bien, il va falloir y aller un peu plus dans la dentelle et faire des échanges, donc colonne J moins 1, colonne J moins 1, colonne J moins 2, etc. jusqu'à 1. Tac, tac, tac. Et ici, pareil avec les lignes. Donc ça fait que, étant donné qu'à chaque fois qu'on fait un échange, on a moins 1, ben, on va avoir moins 1 puissance. Alors j'ai mis I plus J, en fait, d'après la loi des intervalles, c'est I moins 1 plus J moins 1. Mais du coup, ça fait moins 1 puissance I plus J, AIJ. Et là, comme ça, on a le 1 qui est passé là. D'accord? Et ici, que des zéros ici, vraiment. Et bah oui, puisqu'on a fait ces échanges avec les lignes. Et là, on a bien intact
la matrice AIJ, la sous-matrice qui correspond à effacer ça et ça. Bon, je vous laisse vous en convaincre. C'est pas évident comme ça à l'oral de le faire. Faut le faire un peu sur le brouillon pour voir comment ça marche. Et là maintenant, eh ben voilà, ça, ce déterminant-là, d'après le déterminant triangulaire par bloc qu'on a déjà vu, c'est le déterminant de AIJ. Donc on retrouve déterminant de AIJ fois ce moins 1 puissance I plus J. Donc c'est exactement le cofacteur et on a montré ça. Maintenant, si on dit que A, le déterminant de A, c'est le déterminant de A transposé, on va échanger J et I, et aussi on échange J et I dans M. Donc quitte à échanger J et I, on a cette formule qui est la formule de développement par rapport à la ligne I. D'accord ? Voilà. Alors ça, ça va être important, hein. Le calcul des déterminants, si on veut dans la pratique, c'est faire des combinaisons linéaires des lignes ou combinaisons linéaires des colonnes, et ensuite utiliser pour faire de l'élimination comme ça, et utiliser ensuite ce développement par rapport à une ligne colonne où on aura accumulé un certain nombre de zéros. Voilà. Alors maintenant, on attaque vraiment la preuve. On veut calculer A fois la transposée de la comatrice de A. J'appelle cette matrice CIJ. Et la comatrice, c'est, je vais l'appeler M. Alors attendez, transposée de la comatrice, pardon. Je vais l'appeler NIJ. Donc CIJ, par définition, c'est somme de K égale 1 à N de AIK NKJ, mais comme c'est la transposée de la comatrice, c'est MJK, là j'ai mis un M, voilà. Maintenant, si I est égal à J, je remplace I par J, j'ai somme de K égale 1 à N de AIK MIK, et ça, d'après la formule qui est où, qui est là, bon, je vais juste remplacer J par K, ou K par J, c'est le déterminant de A. D'accord ? Voilà. Donc les termes diagonaux, c'est le déterminant. Maintenant, si on veut montrer cette formule, il faut montrer que les termes diagonaux, c'est le déterminant, mais il faut montrer aussi que les termes non diagonaux, c'est 0. Et là, on a de la chance. Si I est différent de J, on va regarder cette matrice. C'est la matrice A, mais où la Jème ligne, donc voilà la Im ligne et la Jm ligne. La Jm ligne, j'ai effacé et j'ai remplacé par la Im ligne de A. Ce qui fait qu'il y a répétition de deux lignes distinctes. Comme il y a répétition de deux lignes distinctes, c'est comme s'il y avait répétition de deux colonnes distinctes, puisque déterminant et step par transposé, ça fait 0. Mais maintenant, je vais le développer par rapport à la ligne J. D'accord ? Et quand je vais développer par rapport à la ligne J, puisque j'efface pour calculer les cofacteurs la ligne J, ça va être exactement comme les cofacteurs de A. D'accord ? Oui. Donc c'est bien le même MJK ici que je vais avoir. Donc j'ai somme de K égale 1 à N de AIK, parce que ici, j'ai substitué, c'est pas un J ici, parce que j'ai remplacé la JM ligne par la IM ligne de A, ici, donc c'est bien AIK, mais je n'ai pas changé les cofacteurs, donc j'ai MJK. Donc quand I est différent de J, cette somme-là est nulle, et c'est exactement ce que l'on voulait, d'accord ? Ça veut dire que CIJ, ça c'est CIJ, est nul, voilà. Et donc on a ça. Et de la même manière, on a ça. Je vous dis, pour le cas où le déterminant de A est égal à 0, je sais pas, j'ai peut-être pas beaucoup réfléchi, mais j'ai envie de refaire la preuve. Je vois pas d'argument immédiat qui dit si AB égale 0, alors 0 égale BA. Ça, c'est pas clair tout de suite. Voilà, fin de la preuve. Bien, on va faire maintenant une petite incursion dans les systèmes de Cramer. Alors bon, une incursion ou une excursion,
votre aisance et votre familiarité avec la chose. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un système de Cramer? Ben, c'est un système linéaire à n inconnus, de la forme donc ax égale y, avec a ici inversible. Donc a est une matrice nn inversible, x une matrice colonne d'inconnus, et y une colonne voilà, de paramètres. Et donc, bon, bah, là on a envie de dire, ben, a étant inversible, bah, il a un inverse, et x c'est a-1 y. Si vous voulez vraiment le montrer rigoureusement, il va falloir multiplier par a-1 des deux côtés et utiliser cette espèce de pseudo-associativité du monde des matrices. Bien. Ok. Mais quand même, a-1, et on l'a vu, est difficile à calculer. Alors, un petit peu plus pratique, hein, avec un peu moins de déterminants à calculer, parce que là, vous avez vu tous les cofacteurs qu'il faut calculer, cette technique-là. Donc là, j'ai écrit explicitement le système sans l'aide des matrices, juste avec les coefficients par coefficient, d'accord? Et donc les inconnus, c'est les xi, voilà, et le reste, c'est des paramètres. On sait que donc, ce qu'on appelle le déterminant principal du système est non nul, parce que c'est un système de Cramer. Alors, maintenant, regardez, on va poser delta J, c'est la matrice A où on a substitué à la colonne J la colonne Y, d'accord? Ici, donc, on a la colonne Y à la place de la colonne J, d'accord? Maintenant, si on fait le calcul, delta J, bah, Y, tous les Y, donc Y, on peut l'écrire en fonction de ces colonnes-là, d'accord? Et maintenant, on utilise la linéarité par rapport à la jème colonne. Ce qui va faire que, ici, on va avoir somme de k égale 1 à n, bah de xk à 1 ici, voilà, donc ici on a toujours la même matrice, d'accord, mais ici on a la colonne à la place de la colonne J, donc c'est toujours la matrice A, mais à la place de la colonne J, ben on a la colonne K, la kème colonne de A. Mais ça veut dire que si K est différent de J, ben il y a répétition de deux colonnes et ça s'annule, et si K égale J, alors on retrouve la matrice A, ce qui fait que delta J, c'est juste xj delta A, parce que tous les autres termes se sont éliminés. Voilà. Mais maintenant, delta A est non nul, donc ce qui fait que xj, c'est delta j sur delta A, et ça, quel que soit j, ce qui fait qu'on a toutes les inconnues avec juste deux déterminants à calculer au lieu de palanquer. Voilà. On a vu donc que quand on avait une matrice carrée, on pouvait savoir si elle était inversible ou pas, et même calculer son inverse. Là maintenant, on va faire mieux. On va même déterminer le rang, parce que savoir si c'est inversible ou pas, c'est dire est-ce que le rang est égal à n ou pas. Voilà. Là, c'est plus fin, on va calculer le rang. Non seulement le rang d'une matrice carrée, mais aussi le rang d'une matrice rectangulaire quelconque. Pour ça, bien sûr, il va falloir se ramener au problème de matrice carrée, et ça, c'est les mineurs. Donc, ce qu'on va appeler un mineur de A, on va d'abord définir une sous-matrice carrée, d'accord? Et le mineur sera le déterminant de cette sous-matrice carrée, d'accord? Donc, on va dire un mineur, par extension, de taille K. Donc, on choisit I, une partie des éléments de ligne, finalement, de 1 à M, J, une partie de colonnes, d'accord, de 1 à N, et on veut qu'ils soient de même taille pour ensuite obtenir une matrice carrée. Donc vous faites un choix, d'accord, d'éléments de J ici, d'éléments de I, avec la même taille, et vous regardez la sous-matrice, d'accord, qui va correspondre à ce choix pour I et pour J, d'accord? Okay. Donc c'est le déterminant. Maintenant, vous prenez le mineur, c'est-à-dire le déterminant de cette sous-matrice, c'est-à-dire AIJ pour I appartenant à grand I et J appartenant à grand J, c'est-à-dire une matrice carrée de taille K.
D'accord? Vous pouvez calculer combien il y a de mineurs dans une matrice. Hein. Il faut prendre, alors de mineurs de taille K, eh ben, il faut prendre K parmi N fois K parmi M. D'accord? Voilà. Et si vous faites la somme de tout ça, vous avez tous les mineurs. Ça fait beaucoup. Hein, ça fait beaucoup de déterminants en fait à calculer si on en a besoin. Alors, le théorème, il dit que le rang de A, donc de cette matrice rectangulaire, c'est la taille maximale d'un mineur non nul. Voilà. Donc, ça veut dire que vous prenez une matrice, vous cherchez un mineur non nul. À partir du moment où vous avez un mineur non nul, alors vous savez que le rang est supérieur à la taille de ce mineur. Voilà. D'accord. Maintenant, si vous connaissez tous les mineurs, et vous pouvez voir quel est le max non nul, et là vous avez le rang. Voilà. C'est moins efficace hein, que la méthode du pivot de Gauss pour avoir le rang, hein, c'est évident. Je ne suis pas en train de donner une méthode efficace pour calculer le rang. Mais c'est un objet théorique qui va avoir son importance par la suite. Alors, regardons, on va appeler petit m le max de la taille des mineurs non nuls, d'accord? Et on veut montrer que R est égal à M, d'accord? R, c'est le rang. D'abord, M est un fait, donc on va montrer ça par double inégalité, M inférieur à R, M supérieur à R. M inférieur à R, il suffit de démontrer que dès qu'on a un mineur non nul, alors le mineur est de taille inférieure à R. Comme ça, ce sera le cas particulier pour le max. D'accord? Donc, on choisit un mineur non nul qui va correspondre à J des colonnes J, hein, à ce mineur non nul. D'accord? Et j'affirme que les colonnes, c'est J, pour J dans le grand J, ça forme une partie libre. Une partie libre dans im de A. Évidemment, hein, vous savez que les colonnes engendrent im de A. Donc quand on prend une sous-partie, une sous-famille des colonnes, ça va être une sous-famille de im de A, et que c'est libre dedans. Alors pourquoi c'est libre? On résout cette équation en lambda J, donc la combinaison linéaire nulle, et en fait, quand on va écrire le système, ça va être un système à J inconnu, et les lambda J, et combien d'équations? M équations. Mais on va regarder ce système uniquement pour la sous-famille I d'équations, qui correspond à I, où le mineur c'est delta IJ, d'accord? Correspond à I ici et J là, d'accord? Pourquoi? Parce que comme ça va être un système carré, et ça va être un système de Cramer, parce que delta est différent de 0. Donc on sait qu'un système de Cramer, il va avoir une seule solution, hein, ça on l'a vu, et cette solution, la solution nulle marche, donc c'est la seule. Donc ici, on a bien lambda j égale 0, donc le système est libre, et comme une famille libre est plus petite que la dimension, de taille plus petite que la dimension, le cardinal de j est inférieur à r, et donc la taille k est inférieure à r. Voilà. Et donc en particulier, m est inférieur à r. Donc maintenant, on va montrer que R est inférieur à M. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir trouver un mineur non nul de taille R. Et après, ça voudra dire évidemment que le max il sera supérieur à R. Alors regardez, je vous rappelle donc que C1, Cn engendre im de A, d'accord? Mais comme c'est une famille génératrice, on peut appliquer le théorème de la base extraite. Le théorème de la base extraite, il va nous dire qu'on peut trouver une famille, d'accord, im de A est de dimension R. Hein, donc on peut trouver une famille à R éléments, donc R colonnes, qui engendre im de A, donc qui forme une base. Donc ici, on va avoir ici une base, donc une famille de rang R. Donc là, c'est une famille maintenant à R éléments, de rang R, et quitte à inverser les colonnes, ce qui n'a aucune incidence sur le rang, je peux me ramener au cas où ce sont les R premières colonnes. Donc maintenant, j'ai mes R premières colonnes, et donc je sais que mon mineur, il va falloir le choisir là-dedans.
Maintenant, c'est pas fini, parce que c'est R colonne, d'accord? Il y a quand même encore M lignes. Donc on n'a pas encore trouvé le mineur. Mais oui, mais on va transposer, et le rang est fixé par la transposée. Donc on a toujours le même rang, hein, d'accord? Et donc, maintenant, on va avoir une matrice comme ça à R lignes et M colonnes. Et ici, encore théorème de la base extraite, je vais pouvoir trouver une famille alors de ces nouvelles colonnes qui étaient les lignes avant. Hein. C'était les lignes, c'est devenu les colonnes. Et ces nouvelles colonnes, je vais pouvoir en extraire R. Donc maintenant, ça y est, j'ai une matrice R qui est inversible et j'ai plus qu'à la retransposer et pour constater que c'est bien une sous-matrice de A. Et le mineur correspondant est non nul, puisque c'est une sous-matrice R qui engendre un sous-espace de dimension R d'après la construction. Voilà, le déterminant qui partait en quelque sorte pour être un objet vectoriel et surtout associé aux endomorphismes ou aux matrices carrées, on a vu qu'il pouvait aller vers, déjà, tout en restant dans le vectoriel, vers les applications linéaires, les matrices rectangulaires, grâce au mineur, et là maintenant, on va voir l'incursion dans l'affine, et même l'affine avec des structures euclidiennes, etc. Donc on va chercher l'équation du plan affine de R3, passant par M0, d'accord, donc le point x0, y0, z0, de direction U et U', d'accord, dont on a donné les coordonnées. Bon, tout simplement, le plan, c'est l'ensemble des points M, tels que le vecteur AM, U et U'. Ça fait donc bien 3 vecteurs dans l'espace de dimension 3, d'accord, et on veut qu'ils soient liés, d'accord. Donc, évidemment, cette contrainte de liaison se dit naturellement avec un déterminant, et c'est là où je vous disais que le déterminant est lié aux équations cartésiennes, parce qu'on va obtenir l'équation cartésienne, c'est l'ensemble des x, y, z, d'accord, dans R3, tel que, voilà, x moins x0, y moins y0, z moins z0, et là, a, b, c, a', b', c', et ça égale 0, d'accord, voilà. Donc c'est, et ça vous développez ce déterminant, par rapport à une colonne ou quoi, et vous allez obtenir l'équation cartésienne du plan. On veut, par exemple, la droite de R2 passant par 2 points du plan M1, M2. Alors les points, c'est x1, y1, x2, y2. Et bien regardez, j'affirme que c'est cette équation-là. En effet, ça va nous donner effectivement une équation. Le fait que x1, y1 et x2, y2 soient distincts, d'accord, ils sont distincts, ça va faire que ces deux colonnes vont être libres, et donc ça va être de rang 2, et on voit que cette équation n'est pas nulle, d'accord, parce que voilà, quoi, parce que ça va être de rang 2, d'accord, et cette équation, ça ne va pas être 0 égale 0. Bon, donc ça va être vraiment, donc on vérifie ici qu'il va y avoir des vrais coefficients en x et en y. En tout cas, ou en y, je devrais dire. Voilà. Maintenant, c'est donc une équation de droite, d'accord, de droite affine, d'accord. Et maintenant, si vous remplacez xy par x1, y1, ça fait 0, parce que vous avez répétition de colonnes, et donc, ça veut dire que la droite passe par M1. Et pareil, elle passe par M2. Et comme il y a une unique droite qui passe par M1 et par M2, c'est l'équation cherchée. Voilà, on peut faire pareil avec plein de choses. Et donc, je vais vous montrer qu'on peut faire pareil avec des cercles. Alors, on cherche le cercle de R2 passant par 3 points donnés. Alors, attention, on va... D'accord, il faut que ces 3 points-là
soient bien distincts, d'accord? Et à partir du moment où ils sont distincts, ça va former un triangle, et on sait alors qu'il y a un unique cercle, hein, si M1, M2, M3 sont deux êtres distincts, hein, on sait qu'il y a un unique cercle qui passe par M1, M2, M3. Et en voici l'équation, d'accord? Donc ici, j'ai mis les vecteurs 1, x1, y1, et x1 carré plus y1 carré. Et là, pareil pour le M2, pareil pour M3, et pareil pour le point générique. Donc, le cercle, ça va être l'ensemble des xy qui vérifient cette équation. Pourquoi c'est vrai? Eh bien, d'abord, ça c'est une équation, c'est vraiment une équation de cercle. Parce que il y a un terme en x2 plus y2. Ça, vous voyez, en développant par rapport à cette colonne, d'accord, que le coefficient x2 plus y2, c'est ça. Et c'est pas difficile de voir que c'est non nul. Et donc, c'est vraiment une équation de cercle parce que les autres termes sont en x, y et les termes constants. Voilà. Donc, c'est une équation de cercle. Ensuite, ça passe bien par M1, M2, M3, comme tout à l'heure, parce que quand on remplace xy par x1, y1, eh ben, on va avoir répétition des colonnes, donc ça va faire 0. D'accord? Et là, c'est terminé par unicité, hein, du cercle qui passe par 3 points. Après, on peut faire ça avec des coniques, etc. Donc, dès que vous voulez une équation cartésienne correspondant à une contrainte, parce qu'ici, c'était quand même un hyperplan affine, d'accord? Donc, une seule contrainte, alors vous pouvez le dire avec un... Vous pouvez directement le dire avec un déterminant. Je le savais, ça lui fera passer les lages. Tiens, le voilà ton mire liquide et pour tes lages, je redescends. Mini-mire, mini-prix, mais il fait le maximum. Mais Georges, ça fait aussi les lainages. Alors, encore un dernier aspect du déterminant, avant les addendums, c'est-à-dire les trucs qui sont pas indispensables, mais bon, qui peuvent servir et qui est bon à connaître. Là, on reste quand même dans une vision on va dire, importante du déterminant, c'est son côté forme-volume. Hein. Regardez déjà, pour n égale 2, vous avez A, B et C, D, vous faites le déterminant, disons, des deux colonnes A, B et C, D, qu'on voit comme des vecteurs, le vecteur U, AB, et le vecteur V, C, D. Par linéarité, AB, vous pouvez mettre en facteur la norme de U, et il va vous rester le cosinus de l'angle que fait U avec, on est dans l'espace R2 euclidien, voilà, canonique, et donc c'est cosinus et sinus, hein, cosinus θ U, sinus θ U, et pareil, on peut mettre en facteur V, et on a cosinus θ V, sinus θ V, ce qui fait que quand on calcule le déterminant, eh ben, on a norme de U, norme de V, et ce déterminant, vous allez reconnaître certainement une identité remarquable de trigonométrie, et c'est sinus θV moins θU, c'est-à-dire l'angle orienté entre U et V. Donc, en fait, ce produit, donc, qui fait penser quand même que le déterminant est quand même au sinus, ce que le produit scalaire est au cosinus, hein, puisque ici, quand vous faites le produit scalaire, vous auriez eu le cosinus ici. Eh bien, pourquoi le sinus? Ben oui, vous voyez, c'est lié à cette espèce de forme-volume. D'abord, si U et V étaient collinaires, donc on aurait un volume complètement aplati, donc un volume nul. Alors volume ici, j'entends R, c'est-à-dire j'adapte la définition du volume à la dimension dans laquelle je suis. Et ici, vous voyez bien que, même plus précisément, ce calcule l'aire de ce parallélogramme, hein, d'accord, puisque l'aire de ce parallélogramme, c'est l'aire aussi de ce rectangle, et donc c'est le côté U fois V, sinus de l'angle ici qu'on a entre U et V, d'accord. Alors en plus, vous allez me dire, il y a un signe. Oui, il y a un signe, c'est-à-dire c'est une aire algébrique. C'est pas une aire géométrique, c'est une aire algébrique, c'est-à-dire ça va dépendre de l'orientation, hein, du plan, hein, voilà. Alors, en général, vous prenez Rn pour sa structure euclidienne canonique, et ben le déterminant de n vecteurs U1 jusqu'à Un
bah, ça va être l'aire algébrique d'une espèce de parallélotope, hein, de toutes les combinaisons, d'accord, l'intérieur, pour définir cet intérieur, c'est toutes les combinaisons des UI avec lambda I compris entre 0 et 1, espèce de convexe, là, enveloppe convexe de ces vecteurs. Voilà. Alors, c'est une aire par rapport à quoi? Évidemment, quand on a rapporté le volume, donc cette espèce d'hypercube, d'accord, on l'a rapporté à 1, d'accord, et orienté aussi, c'est-à-dire qu'il y a, voilà, il va y avoir deux orientations, une positive, une négative, et puis... Alors maintenant, ça veut dire aussi que le déterminant, si vous prenez phi un endomorphisme, d'accord, hein, vous prenez phi un endomorphisme de l'espace E qu'on peut voir comme Rn, d'accord, et bien le déterminant, ça va être le scalaire, la constante de proportionnalité, qui va faire que phi transforme un objet de volume V en un objet de volume det phi fois V. Voilà. Ça, c'est quand même assez drôle. Alors, du coup, ça peut faire penser quels sont les endomorphismes qui conservent les volumes. Alors, qui conservent les volumes, alors, qui conservent les volumes de façon, les volumes algébriques, hein, on va dire. Donc, ça conserve aussi le sens de l'orientation. Donc, eh ben, il se trouve que c'est les éléments déterminants 1. Si on veut la conservation des volumes géométriques, alors ce sera l'ensemble des éléments des endomorphismes de déterminant 1 ou moins 1. Bon, ce qui est tout de même assez drôle, donc que je vais appeler SLN, donc pour déterminant 1, et SLN avec un plus ou moins pour le déterminant 1 ou moins 1. C'est des groupes. Hein. Alors là, on arrive à des groupes, parce que le déterminant, donc c'est dans le groupe le groupe linéaire GLN. Donc dans GLN, là, on multiplie les volumes par une certaine constante. Ici, on conserve les volumes. Et intuitivement, on aurait pu imaginer que la conservation des volumes, c'est ON qui conserve les volumes. C'est-à-dire le groupe orthogonal. Effectivement, le groupe orthogonal, c'est normal. Il conserve les distances, donc il va conserver les volumes. Et bien, la réciproque est fausse. C'est quand même assez intéressant de le constater. Quand on conserve les volumes, on ne conserve pas forcément les distances. Voilà, on peut avoir des objets. Et il y a même une assez grosse différence, parce que si on regarde en termes de... Bon, alors là, je vais peut-être parler de choses extra-agrègues, hein, mais en termes de dimension de variété, eh ben, lui, il a pour dimension n facteur de n moins 1 sur 2, et lui, il a pour dimension n2 moins 1. Donc vraiment, voilà, il s'en faut de beaucoup hein, pour qu'il soit égaux. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vu ces choses basiques, on va voir quelques compléments, hein, des compléments qui sont bons à savoir, pas trop difficiles à se mettre en tête parce que ce sont des généralisations de choses qui sont très connues sur le déterminant, des highlights sur le déterminant. Alors, d'abord, on avait vu le développement par rapport à une colonne, où, de toute façon, on peut toujours transposer avec le déterminant, le développement du déterminant par rapport à une ligne. Mais, est-ce qu'on peut développer par rapport à plusieurs colonnes? Vous fixez un certain nombre de colonnes, et vous voulez développer votre déterminant, d'accord, de votre matrice carrée, par rapport à cet ensemble de colonnes fixées. Ben oui, donc on fixe J, ça va être un ensemble de colonnes, on prend une matrice A de Mn de K, on fixe J, une partie de 1n, et le déterminant de A, c'est une somme, et donc on fait parcourir I, d'accord, c'est des lignes, c'est des parties de lignes de même cardinal que J, évidemment, pour que les mineurs aient un sens.
on va multiplier delta IJ de A, donc le mineur correspondant aux lignes I et aux colonnes J de A, d'accord? Donc le mineur, ça on l'a défini, et puis c'est bien défini parce que c'est ici le déterminant d'une matrice carrée, hein, de taille cardinale de J. Et on va multiplier par delta de I bar J bar. I bar c'est le complémentaire de I, J bar c'est le complémentaire de J, voilà, de A, d'accord? Et il faut mettre un moins 1 puissance quelque chose. Alors au moment de la formule que vous connaissez bien du développement par rapport à une seule colonne, ben, c'est I plus J, mais si vous regardez bien, c'est pas I plus J, c'était I moins 1 plus J moins 1, mais ça revient au même. Voilà. Donc, là, c'est L de I plus L de J, où L de I, c'est l'ensemble des couples I, I' avec I dans I, et I' dans le complémentaire de I, tel que I est strictement plus grand que I'. Voilà. Ça s'appelle le développement de Laplace. Voilà. Alors, lui, bon, bien, mais mieux, vraiment mieux et même très fort, la formule de Binet, d'accord, qu'on appelle aussi la formule de Binet-Cauchy, mais bon, il y en a marre de mettre Cauchy partout, c'est un peu comme les avenues du général de Gaulle, faut aussi mettre en exergue des mathématiciens moins influents. Alors, la formule de Binet va généraliser det de AB égale det de A, det de B, parce que regardez, si vous prenez deux matrices, mais maintenant des matrices rectangulaires, A est dans MNM et B dans MMN, d'accord? Donc, elles sont de taille transposée l'une par rapport à l'autre. Ce qui fait que quand on va faire A fois B, ben, elles sont multipliables parce que il y a le même n ici, et quand on les multiplie, ça fait une matrice carrée, parce qu'il y a le même n ici. Donc le déterminant de AB fait sens. Alors combien vaut le déterminant de AB? Ben là, ça devient difficile, parce que comme on a fait le déterminant de AB égale déterminant de A, déterminant de B, ben on a regardé l'application qui à B donne déterminant de AB. Et on a appliqué cette unicité. Là, on ne peut pas le faire parce que B n'est pas une matrice carrée et que ce qu'on avait appliqué, c'était un résultat sur les matrices carrées. Donc là, on est obligé de mettre un peu les mains dans le cambouis, mais pas trop profond, pour montrer cette formule-là. Det de AB, c'est la somme. Alors, pour tous les J, donc ça va être des ensembles, évidemment, de colonnes, d'accord, de A, d'accord, mais aussi de lignes de B. Donc J, des parties de 1M, de taille N, et on va prendre delta 1NJ, ça a un sens, de A, fois delta J1N de B. Donc tout ça a un sens, d'accord? C'est des mineurs, ici ces mineurs sont des déterminants de matrices carrées, hein, d'accord, de taille n, et voilà. Alors, faut le faire à la main. La preuve est ici, autant la preuve est quand même pénible parce que à cause de tous ces redressements en fait surtout. Mais et puis il faut faire une bijection entre oula, non, je préfère pas vous en parler. Ici, c'est pas difficile. Ça, c'est assez tout droit hein, pour le faire. On regarde AB, la colonne, la JM colonne de AB, et on le voit comme des A, BJ, ça fait des sommes de BIJ à J. Où AJ, c'est la colonne de B, somme indice I. Et donc, on veut prendre le déterminant de ça, et ben, on utilise évidemment la multilinéarité, et après, on va avoir, il va falloir redresser les AJ dans la multilinéarité, on a l'habitude, on va utiliser le fait quand on prend, parce que les colonnes vont être toutes permutées, il faut redresser pour retrouver la matrice A.
Mais quand on redresse, eh ben, on va obtenir la signature de la permutation, et avec des produits, à cause de la multilinéarité des produits de BIJ, on va retrouver le déterminant de certains mineurs. Donc c'est pas trop difficile, ça, c'est plutôt agréable par rapport à ça. Alors regardons d'un petit peu plus près cette formule de Binet. Ben, pour m égale n, d'accord, si m est égal à n, on a deux matrices carrées qu'on multiplie. Ben, on retrouve det de AB égale det de A fois det de B. Pourquoi? Parce que comme m égale m, comme m égale n, et que J c'est une partie de 1n donc, et de taille n, ben, il n'y en a qu'une, donc il n'y a qu'un seul terme ici, et on a ici le déterminant de A et le déterminant de B avec un seul terme. Maintenant, le cas particulier, si m est strictement inférieur à n, ben on voit qu'on ne peut pas avoir J de taille n dans un ensemble de taille m, puisque m est strictement plus petit que n. Donc ici, cette somme est indexée sur l'ensemble vide, et donc elle est nulle. Hein, d'accord, hein, vous savez, ça c'est une convention bourbakiste. Hein, bon, voilà. Si c'était un produit, ça ferait 1, et si c'est une somme, ça fait 0. Voilà. Habile. Et ici, det de AB donc, est nul. Ben oui, det de AB est nul, ça c'est logique, parce que vous regardez l'image de AB, c'est inclus dans l'image de A, évidemment, forcément. Et l'image de A, ben, sa dimension c'est le rang de A, mais le rang de A est forcément inférieur ou égal à M, puisque A est une matrice de M, N, M, donc le rang de A est forcément inférieur à M. Et comme c'est inférieur à M, il est strictement inférieur à N, ce qui veut dire que le rang de AB est strictement inférieur à N, donc AB n'est pas inversible, donc le déterminant est nul. Voilà pour Et puis bon, pour N strictement supérieur à N, alors là, on a un vrai truc, une vraie formule qui marche. Alors, je ne peux pas m'empêcher de terminer sur les conséquences de la formule de Binet, parce que c'est un grand message d'espoir pour l'humanité. Ici, vous prenez une matrice A, et vous prenez une matrice rectangulaire, et vous allez regarder une nouvelle matrice, lambda R de A, et c'est une matrice, alors généralement plus grande, qui va prendre tous les mineurs. On va ordonner toutes les parties, toutes les familles à R éléments de colonne, toutes les familles à R éléments de ligne, on ordonne tout ça, et on met tous les mineurs correspondants dans une matrice, dans une grande matrice. D'accord? Et bien, en fait, la formule de Binet est équivalente à dire que lambda R de AB égale lambda R de A fois lambda R de B, c'est le produit des deux matrices. Voilà. C'est exactement ça. Si on regarde, je vous laisse vérifier que c'est ça. Donc ça, c'est énorme, parce que ça veut dire que le déterminant a une grande brèche dans ce qu'on appelle la théorie des représentations. Voilà, hein, on obtient des représentations. Mais mieux que ça, ici, la trace, d'accord, on prend la trace de lambda R, d'accord, de A, c'est égal au signe près, d'accord, quand on va prendre la trace, et ben c'est le... Alors là, je choisis A comme matrice carrée, donc elle a un polynôme caractéristique, et en fait, au signe près, la trace de cette matrice, c'est le coefficient ça va être le coefficient n moins r, pardon, voilà, de qui A. Voilà. Donc là, c'est quand même du polynôme caractéristique qui A. Ce qui veut dire que avec le déterminant, finalement, on voit tous les coefficients du polynôme caractéristique. Hein, ça, c'est assez fort. Et puis, entre parenthèses, si on prend lambda n, ben, en particulier, quand A est une matrice NN, hein, carré NN, et ben c'est justement le déterminant. Hein, voilà, cette trace devient exactement le déterminant, parce que lambda n, c'est juste le déterminant. Et
enfin, là, c'est un truc assez énorme, c'est que on va pouvoir, quand on prend la grassmannienne GR-RN, donc c'est les sous-espaces de dimension R dans un espace de dimension N, et ben, on peut lui associer presque un élément de l'espace vectoriel K puissance R parmi N. Ben, comment? Ben, à une matrice A, on va lui associer lambda R de A. Et comme A est de taille M, N, R, d'accord? Ça va être une matrice juste colonne. Oui, ça va être une matrice colonne qu'on peut estimer en plongée là-dedans. Alors, vous allez me dire, A, qu'est-ce que c'est? A, c'est une matrice d'une base de l'espace vectoriel. Donc, on prend un sous-espace vectoriel de dimension R, on en prend une base, on écrit cette base en colonne, et là, on prend lambda R de A. Eh bien, il se trouve que lambda R de A ne dépend pas de la base choisie à scalaire près. Donc, ce à scalaire près, non nul bien sûr, va faire qu'on va envoyer, en fait, on va regarder dans les droites, c'est-à-dire à scalaire près, ça veut dire que la droite engendrée par ça ne dépend pas de la base choisie. Donc on va regarder les droites de ça, c'est l'espace projectif, et donc on crée ainsi ce qu'on appelle le plongement de Pluquer de la grassmannienne. Et voilà, ça c'est... bon, alors là c'est un peu Pluquer, mais ça vaut le coup parce que c'est une brèche du déterminant hein, dans la géométrie algébrique, puisqu'on va pouvoir comprendre l'ensemble des sous-espaces en le plongeant dans quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus agréable, et voir ici un sous-espace comme un point, et donc des sous-espaces qui bougent, par exemple, à voir comme juste un point en mouvement. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très fort. Bon, alors voilà, hein, tout ça, c'était juste de l'info supplémentaire. Le côté épicier, il y en a un peu plus, je vous le rajoute, mais c'est plus clair.